Les tests de charge sont une étape importante du développement d'une application et de son cycle de vie. En effet, ils permettent de tester les limites de certains composants, de valider une architecture et de s'assurer qu'elle se met à l'échelle correctement, mais aussi parfois d'éliminer des bugs de l'application elle-même. Mais avoir un bon outil, capable de vraiment tester l'application au travers de parcours utilisateurs et de remonter des données fiables, n'est pas chose évidente. Et même Wikipédia a une définition erronée du test de charge. Aujourd'hui, je reçois donc celui qui fait mentir Wikipédia, j'ai nommé Stéphane Landel. Stéphane est le CTO de Gatling, une solution de test de charge open source écrite en Scala et fournissant un DSL Java permettant de créer du test as a code. Bonjour Stéphane, bienvenue. Bonjour Stéphane aussi. Et merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Pour parler aujourd'hui de Gatling, qui est un produit que tu as créé, si je ne me trompe pas, Ouais, est-ce que tu peux nous parler un peu de Gatling, dire c'est quoi ce produit, quel est son but? ouais. Donc Gatling, c'est un outil de test de charge. Et comme les autres outils de ce marché, c'est un outil qui va travailler au niveau réseau, qui va permettre de générer du trafic réseau sur différents protocoles, principalement HTTP et puis ses dérivés. Donc voilà, HTTPS, des WebSockets, du Server Sent Events. Euh, donc c'est pas un outil qui va automatiser des navigateurs. Faut bien comprendre ça, parce que même des navigateurs headless, ça consomme pas mal de mémoire et pas mal de CPU. Et donc c'est difficile à scaler, ou alors il faut spawner des dizaines ou des centaines de machines sur du cloud. Donc voilà, c'est des outils ces outils de test de charge comme Gatling, c'est des outils qui vont vraiment envoyer des payloads sur différents protocoles réseau et puis analyser analyser les réponses et chose importante, essayer de reproduire des comportements utilisateurs. Mhm. Alors, donc c'est pas un outil de test, dans le sens, on teste pas si une URL répond, on teste la charge. Alors c'est un outil de test. Le test de charge, ça rentre dans ce que des gens appellent des tests non fonctionnels. Moi, j'aime pas du tout ce terme parce que en fait, c'est un outil qui va permettre de garantir le bon fonctionnement de l'application une fois qu'elle va être en production. Donc le non fonctionnel, je vois pas le sens en fait. C'est peut-être plus que moi, de mon point de vue, c'est une discipline qui nécessite des compétences techniques plus que du test un peu standard de QA où on réalise une action sur une interface ou sur une API et on contrôle qu'on récupère bien le résultat attendu. Il y a besoin d'un background un peu plus technique, à mon sens, parce que voilà, on va toucher. Il faut peut-être avoir compris comment ce qui passe sur le réseau. Quand vous faites une action dans votre navigateur, qu'est-ce que votre application envoie, cliente votre navigateur envoie sur le réseau et qu'est-ce qu'il va récupérer en retour. Et puis il faut être un peu familier, je pense, avec quelques notions d'HTTP, savoir ce que c'est que les headers, savoir ce que c'est que la compression, ce que c'est que l'encryption, ce type de choses. D'accord. Avant de commencer justement cette partie test, comment on est onboardé sur le produit? Est-ce que c'est une solution qui est SaaS? Est-ce que c'est une solution qui est un client? Comment ça se présente? Ok. Donc Gatling, donc on est une entreprise depuis à peu près 5 ans. On a un modèle de freemium, donc on a un cœur qui est open source. Donc là, vous le téléchargez. Alors Gatling, c'est un outil qui est construit au-dessus de la JVM. Donc, ça nécessite une JVM pour s'exécuter. Et ensuite, donc cette version open source, on va le distribuer de plusieurs manières. On a un bundle qui contient les scripts de lancement, puis une arborescence de répertoire dans lequel mettre les différentes ressources. Mais on fournit aussi, donc c'est là où l'avantage d'être dans le monde Java, c'est qu'on a des bonnes intégrations avec le monde Java, donc notamment Maven, Gradle et SBT.
et puis les IDE, type IntelliJ, VS Code. Donc voilà, ça c'est le cœur open source qui va vous permettre de crafter vos tests, de les exécuter localement, de récupérer, enfin d'en obtenir un certain niveau d'analyse des résultats, certains rapports. Euh, et puis après, au-dessus de cette version open source, on a construit des versions entreprises qui permet à notre entreprise de gagner sa vie. Donc, on a à la fois des offres cloud et puis des offres self-hostées. Donc, soit directement contractualisé auprès de nous, et donc là, vous l'installez où vous voulez. Et puis, ce produit est également disponible sur la marketplace AWS et Azure. Mhm. Donc maintenant que j'ai le produit et que je veux commencer à benchmarker, est-ce que je dis ça comme ça, Mhm. mon application, ma page web ou des choses comme ça, comment est-ce que je configure le produit pour pouvoir aller... Ok. Alors, il y a deux, il y a un peu deux choses. C'est-à-dire, d'abord, c'est des tests. Donc, comme tous les tests, il faut avoir une idée du comportement qu'on cherche à simuler. Quand vous faites un test unitaire, vous avez une idée de la méthode que vous voulez tester, des paramètres que vous allez vouloir mettre en entrée, de ce que vous allez récupérer en sortie. Au final, le test de charge, c'est aussi un test. Donc, qu'est-ce que votre test est censé simuler comme comportement sur votre application, et qu'est-ce que vous espérez observer. Euh, donc là, il y a une réflexion fonctionnelle à avoir. Euh, le, Typiquement, euh, alors si vous n'avez aucun test, si vous n'avez jamais fait des tests de charge, commencez déjà par faire un truc qui est effectivement tout bête. Fonctionnellement, c'est vous allez taper la page d'accueil de votre appli et vous allez la bourriner. C'est un premier niveau de test très très basique qui vaudra ce qui vaudra. La première chose qui va valoir, c'est qu'il va vous mettre le pied à l'étrier. Comme ça, vous allez vous lancer, vous allez faire un premier test, et peut-être que déjà ça va vous permettre de trouver des choses. Peut-être que votre load balancer il est mal configuré et qu'il n'est pas capable de tenir de tenir un certain throughput. Euh, Après, il faut se dire, est-ce que ça suffit? Est-ce que je me frotte les mains et c'est bon, je tiens mes objectifs? La finalité, quand même, du test de charge, c'est garantir que votre application va se comporter correctement en production. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une idée des comportements du trafic sur votre application. Je m'explique. Si votre application c'est un site institutionnel où en gros il y a tout le contenu bouge rarement et puis tout est servi depuis un CDN ou un cache, effectivement aller bourriner la même URL encore et encore, ça fait du sens. Si votre site en fait c'est un site d'e-commerce et que vous dites ben tiens je vais aller voir en combien de temps s'affichent les produits, et vous allez bourriner encore et encore la même page produit, est-ce que là, votre test, il est significatif de ce qui se passe sur votre prod? Très forte chance que non. Sur votre prod, vos utilisateurs, ils vont aller solliciter différentes pages produits, ils vont faire différentes recherches. Donc, si votre test, c'est juste afficher la même page produit encore et encore, ce que vous allez tester, c'est vos caches. Est-ce que vous allez tester vos caches de la même manière que ce qui se comporte en production? Non. Donc, vous pouvez, si vous, voilà, vous avez un super temps de réponse, et vous vous arrêtez là sur ce type de test-là, vos conclusions elles sont erronées par rapport à ce que vous pouvez espérer sur votre prod. Donc il y a la première, voilà, il va falloir avoir une réflexion sur sur ce que vous cherchez à simuler, de comment se comportent les utilisateurs sur votre application. Voilà, un site d'e-commerce, typiquement, le flow classique, c'est j'ai un utilisateur, il va faire une recherche de produits, il va venir sélectionner un de ses produits, l'ajouter dans le panier, et puis au bout d'un moment, aller flusher son panier. Donc, vous allez devoir réfléchir au comportement, aux différents flows que vous avez dans votre application, et puis introduire la dispersion statistique dans les enregistrements qui sont joués. Donc voilà, en amont, il y a une réflexion fonctionnelle à avoir. Et ça, il y a vous qui pouvez la faire. Typiquement, c'est là aussi où le test de charge, c'est une discipline qui est un petit peu qui est collaborative.
parce qu'il va falloir aller discuter avec différents intervenants. Il va falloir aller solliciter typiquement les gens du métier pour avoir une idée des flows utilisateurs. Et puis, qui va réaliser les tests? Est-ce que c'est la QA? Est-ce que c'est les devs? Ça dépend de votre organisation. Qui va fixer ensuite les problèmes de performance? Qui va mettre en place le monitoring sur l'application pour aller investiguer ce qui se passe? Parce que voilà, faire un test de charge et puis mesurer les résultats, ça permet de dire si on est bon ou si on n'est pas bon, mais si on n'atteint pas nos objectifs, comment est-ce qu'on corrige le problème? Donc, il va vous falloir du monitoring. Et puis, peut-être que vous allez avoir besoin du DBA pour aller vous aider à tuner des requêtes sur la base de données. Peut-être que vous allez avoir besoin d'autres ops pour je sais pas, rajouter plus de machines ou corriger des trucs dans le tuning, dans le tuning. Voilà, donc c'est un peu pluridisciplinaire. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence entre un bon et un mauvais test de charge? Alors, le mauvais test de charge, c'est celui déjà qui est pas réaliste par rapport à ce qui va se passer sur l'appli et et que la personne qui réalise ces tests-là s'arrête là, sans être consciente que en fait c'est ce qu'elle a testé, ce qu'elle a mesuré, c'est irréaliste. Euh, et donc les conclusions sont pas bonnes. Le Ce que je vois par exemple comme donc voilà par exemple, j'ai plusieurs exemples de mauvais tests de charge ou insuffisants. Donc voilà, je disais voilà, tester la même URL encore et encore avec du curl ou du Apache Benchmark. Voilà, comme je le vois passer de temps en temps sur Twitter. Si votre application c'est autre chose que un HTTPD ou un Nginx à nu qui va service sa page d'accueil, c'est probablement pas suffisant. L'autre exemple aussi que je vois beaucoup, et là en fait, qui a des raisons historiques, c'est le test de charge. C'est une discipline qui a été inventée par un soft qui s'appelle LoadRunner et puis son éditeur. C'est eux qui ont vraiment inventé la discipline il y a ça plus d'une vingtaine d'années, mais ils ont tellement dominé le marché, inventé et dominé le marché, qu'ils ont beaucoup formaté des habitudes de raisonnement. Euh, Typiquement, euh, raisonner en termes de nombre d'utilisateurs concurrents. Alors, c'est ça, c'est quelque chose en plus, c'est des choses que les business analysts voient aussi dans d'autres outils, genre du Google Analytics. Ils ont aussi un peu cette notion-là. Et donc, dans le test, on essaie de reproduire un peu voilà, cette métrique d'entrée. Comment se comporte mon application avec tant d'utilisateurs concurrents? Le problème, c'est qu'en fait, ça, c'est un énorme biais. Et c'est un biais qui, je pense, devait matcher l'implémentation de cet outil LoadRunner, mais qui correspond pas du tout au comportement des applications. Alors là, je vais faire un petit peu parler brièvement de trucs qui se rattachent à la théorie des queues. On va dire, pour, euh, pour résumer, il y a un peu deux extrêmes de types de comportements sur une application. Il y a ce qu'on appelle les modèles ouverts et les modèles fermés. Un modèle fermé, c'est ce que donc vous avez un nombre défini d'utilisateurs concurrents. D'accord. le... Donc ça veut dire que quand votre système il est à pleine capacité, il atteint son nombre max d'utilisateurs concurrents, il n'y a pas d'autres utilisateurs qui peuvent venir rentrer dans votre application. Il y a des applications qui se comportent comme ça. Il n'y en a pas tant que ça, mais c'est des choses qu'on voit de plus en plus avec les années. Euh, Par exemple, imaginez voilà un call center. Voilà, vous cherchez à joindre la Sécu. Tout le monde, tous les opérateurs sont occupés. On vous met dans une file d'attente avec une petite musique et puis on vous dit votre temps d'attente estimé, il est de temps. Voilà, donc ça c'est un système fermé. Un call center, une queue d'attente au guichet de la poste.
En termes d'application informatique, c'est des choses qu'on retrouve dans le gaming. Vous essayez de vous connecter sur votre jeu favori, qui est sur un serveur. Il y a trop de monde en ce moment sur le serveur. On vous dit, ben merci de patienter. On vous met dans une queue et on vous affiche un splash screen avec votre temps d'attente. Euh, on le voit aussi dans le ticketing. Quand un grand site marchand met en ligne des places de concert pour un événement qui est très attendu, c'est pareil, il y a aussi ils mettent en place des files d'attente. C'est des choses aussi qu'on a vues chez Doctolib dernièrement. L'objectif de ce type d'architecture, et je parle vraiment d'architecture, c'est de s'assurer que on ne fait pas tomber le site et que quand on sait qu'on est à pleine capacité, on préfère garantir euh, on préfère garantir une expérience utilisateur décente pour les utilisateurs pour les premiers arrivés, plutôt que de pourrir l'expérience utilisateur pour tout le monde et que le site s'écroule. Ça demande une certaine architecture, ça demande d'être capable de mesurer le nombre d'utilisateurs concurrents et puis de pousser les utilisateurs, les nouveaux arrivants dans une file d'attente. Il y a peu d'applications qui fonctionnent comme ça. Et puis ça demande une certaine architecture et certains moyens. Si vous faites un test de charge, vous dites, ben voilà, mon taux d'entrée, mon critère de charge, ça va être le nombre d'utilisateurs concurrents. Qu'est-ce qui va se passer si jamais votre application elle commence à mouliner? Ben, les temps de parcours vont se rallonger, donc les nombres d'utilisateurs concurrents va avoir envie d'augmenter. En fait, l'injecteur de charge, l'outil, il va ralentir le rythme d'arrivée des nouveaux utilisateurs. Okay, le truc, c'est que si votre application ne se comporte pas comme ça, en fait, vous allez vous allez créer des conditions de test qui n'existent que dans votre test, qui n'existent que dans le lab. Vous allez inventer des conditions complètement artificielles et en fait, les conclusions que vous allez tirer de votre test correspondent à rien de ce qui va se passer dans la vraie vie. On va dire que voilà, vous avez votre test avec votre nombre d'utilisateurs concurrents, les temps de réponse se dégradent, mais vous avez l'impression, voilà, tiens, à 200 utilisateurs concurrents, j'arrive à maintenir un temps de réponse, on va dire, inférieur à la seconde. Dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas ce type de queue, ce mécanisme de limitation d'entrée des utilisateurs dans votre application. Dans la vraie vie, les utilisateurs ils vont continuer à essayer d'arriver. Votre temps de réponse, il va pas rester à une seconde, il va monter à une seconde, puis à 5 secondes, puis à 10 secondes, puis à 30 secondes. Votre nombre d'utilisateurs concurrents dans le système, il va pas s'arrêter à 200. Les gens vont continuer à rentrer, à s'empiler à l'intérieur, et monter à 1000, et votre site va s'écrouler. Si je te comprends bien, si j'ai bien suivi, le nombre d'utilisateurs concurrents, c'est quand même un facteur qui est important. Sauf que si on le définit dès le départ du test, 200 utilisateurs concurrents, et qu'on tourne tout le test sans qu'il y ait de nouveaux utilisateurs qui entrent, c'est pas des conditions réelles. Ou que tu limites, en fait, que tu empêches les nouveaux utilisateurs d'arriver tant qu'il n'y en a pas un autre qui est sorti. Si l'architecture du système que tu veux tester n'est pas comme ça, oui, ton test n'est pas réaliste. Donc, Le... pardon, donc Ouais, ça veut dire que ce test serait réaliste dans un système fermé, parce qu'on ouais, bloque les nouveaux entrants, et donc on peut se dire, parce que c'est comme ça que fonctionne l'appli. on en a Ouais, 200 concurrents et de toute façon, on n'autorise pas plus. Par contre, sur ouais, un système ouvert, ça représente pas du tout la réalité. ouais, Ok. c'est exactement ça. Donc voilà, quand votre application c'est un système ouvert, les utilisateurs ils arrivent, ils essaient de se loguer, ils arrivent sur votre site marchand. Vous avez votre objectif, c'est avant tout d'essayer de faire rentrer le maximum de personnes et puis d'acheter. Et puis bah, comme je le disais, mettre en place ce type de blocage, de limitation du trafic, ça demande une certaine architecture, une certaine expertise. Tout le monde juste n'en est pas là. Mais ça veut dire aussi que la façon dont l'application de test fonctionne, c'est-à-dire que moi, je pourrais imaginer qu'une application de test va pas, si je dis il faut simuler pour 200 utilisateurs sur une période de temps, pour autant, est-ce que mon test est obligé de mettre les 200 utilisateurs tous en même temps ou alors répartir cette charge sur une certaine durée?
Ben, là, tu es en train en fait de commencer à définir un profil de charge pour un système ouvert. Mhm. C'est-à-dire que tu vas dire euh, le nombre d'utilisateurs concurrents dans son système, en fait, tu vas dire que c'est une conséquence. C'est un truc que tu vas peut-être chercher à observer, de voir effectivement le nombre d'utilisateurs qui vont s'empiler dans ton système, qui n'arrivent pas à boucler leur parcours, mais c'est plus une métrique en sortie. Ta métrique d'entrée, ça va être le taux d'arrivée de tes utilisateurs. Tu vas dire, ben, je vais avoir, voilà, je prends toujours l'exemple d'un site marchand, mais ça peut être autre chose. Je vais, grosso modo, j'attends 200 clients. Je m'appelle Le Bon Coin, j'attends, je sais pas combien de milliers de clients qui vont venir se balader sur le site et qui vont se connecter, enfin arriver sur le site entre 21h et 22h par exemple. Si à un moment j'ai un glitch au beau milieu, euh, voilà, sans préjuger de l'architecture du Bon Coin, les nouveaux utilisateurs ils vont continuer à vouloir venir sur le site, à vouloir acheter, à vouloir consulter des annonces, peu importe le fait qu'il y ait déjà d'autres utilisateurs qui soient déjà en train de faire la même chose. Donc tu vas raisonner en termes de taux d'arrivée des utilisateurs. Combien d'utilisateurs vont arriver en gros à chaque seconde. Alors après, tu peux le modéliser par heure, tu peux le modéliser, tu peux dire, ben, en fait, je veux 200 utilisateurs sur une heure. Voilà, tu peux le modéliser de plein de manières différentes, mais en gros, ça se ramène d'une manière à une autre à un nombre d'arrivées par seconde. Et ensuite, ce qui va se passer derrière, combien d'utilisateurs vont s'empiler dans le système, ça va dépendre du comportement de l'application Mhm. et du comportement des utilisateurs. Ça va dépendre de la durée standard du parcours et puis ben, des temps de réponse. Plus les temps de réponse se dégradent, plus le temps de parcours utilisateur risque de se rallonger. Donc cette simulation du parcours utilisateur, comment est-ce que je la définis? Donc, moi, je suis censé déjà connaître ce parcours. Et est-ce que je l'encode dans un fichier d'un format particulier? Est-ce que c'est via une interface? Ouais, Est-ce que j'ai la possibilité peut-être d'enregistrer en live certains parcours? ouais, Comment ça se passe? ouais. Alors, il y a plein de possibilités. Alors, il y a la connaissance des parcours. Déjà, bah là, il va falloir connaître un peu son appli. À l'heure actuelle, on fournit pas d'outils qui permettent d'analyser des parcours. Et puis, ben, il y a des outils qui servent à ça, voilà, type du Google Analytics. Et puis après, c'est un peu la connaissance fonctionnelle que vous avez de l'appli. Après, il va y avoir comment est-ce que vous allez crafter ces tests. Alors, donc Gatling, déjà, je vous disais, donc ça tourne sur une JVM. À l'heure actuelle, ça supporte 3 langages pour réaliser les tests. Ça va être Java, Kotlin et puis Scala. Euh, Historiquement, alors Gatling lui-même est développé en Scala. Historiquement, Scala était le langage unique pour permettre de réaliser des tests Gatling. Mais depuis plusieurs mois, en fait, il y a plusieurs mois de ça, on a sorti une version qui permet de réaliser les tests en Java et donc aussi en Kotlin. On espère aussi s'étendre à d'autres langages de programmation. En tout cas, ça c'est un truc qui est très fort dans notre ADN, c'est que Gatling, c'est vraiment orienté test as code. On n'a pas été les inventeurs du concept, ça a été The Grinder, mais on est arrivé, enfin voilà, je m'en suis inspiré, on est arrivé pas loin derrière, et je pense on fait partie des outils qui ont vraiment popularisé l'approche. C'est quoi l'intérêt de faire du test de charge as code? Ben, c'est que c'est du test comme tous les autres. Euh, L'intérêt d'un test, hein, c'est de fournir du feedback rapide. Et pouvoir faire du feedback rapide, ben, il faut que les tests ils soient maintenus. Euh, et pour maintenir des tests, la meilleure manière, c'est de les brancher sur une intégration continue. C'est qu'ils soient sous forme de code. Donc, on va pouvoir s'assurer que, ben, à travers une intégration continue, qu'ils suivent les développements de l'application. Et puis, l'approche par code, ça rend les choses beaucoup plus collaboratives et maintenables. Là où, ce que vous avez, c'est une interface graphique et tous les outils historiques du test de charge sont orientés à interface graphique. Euh, ça a un côté satisfaisant sur le Hello World, moi je trouve. Après, quand vous commencez à construire des choses plus complexes, il faut vraiment avoir des gens de talent qui aient construit une super interface graphique pour réussir à faire quelque chose de bien utilisable.
c'est compliqué à faire des interfaces graphiques et avoir une très bonne expérience utilisateur. Et puis le problème des interfaces graphiques, c'est que c'est très difficile de rendre collaboratif. Donc voilà, quand vous avez un outil à base d'interface graphique, vous avez quelqu'un dans l'équipe qui fait une modification sur le test. Pour aller comprendre la modification qu'il a fait, ça va être compliqué. Même si, par exemple, ce que vous avez, votre outil, c'est qui vous permet d'avoir un format d'export et que c'est ça que vous avez stocké dans un repo Git. Souvent, ce format d'export, il va pas avoir vocation à être lu par un humain. Donc, pour aller faire une review d'un pavé de XML de 3 MB, euh, c'est pas, enfin, c'est pas pratique, quoi. Là où quand vous avez du code, déjà c'est un outil qui va peut-être plus plaire aux développeurs, donc vous allez pouvoir peut-être toucher plus de gens capables de maintenir les tests. Et puis, vous allez pouvoir refactorer le code, ça va être beaucoup plus facile à stocker dans un repo Git, à faire des pull requests avec de la review par les pairs, si besoin. Enfin voilà, pour moi, c'est une amélioration des pratiques. Donc c'est pour ça que moi j'ai voulu, quand j'ai fait Gatling, avoir une approche orientée code. Et donc, test as code, Ouais. là on parle de vrai code, pas d'un DSL. Alors c'est un DSL, mais c'est pas un DSL YAML. C'est un DSL comme je sais pas si vous connaissez par exemple Juke en Java, qui est une librairie pour attaquer une base de données relationnelle. Ça va être du method chaining. Donc ça va essayer de moquer un petit peu un langage naturel, mais c'est du code. Donc ça va être en plus quand vous avez du Java, du Kotlin, du Scala, ça va être un code qui est statiquement et fortement typé. Donc vous avez un compilo qui va vous aider sur la syntaxe. Peut-être qu'à un moment on fera un DSL YAML, enfin une configuration YAML. On se pose la question. Mais voilà, là à l'heure actuelle, vraiment notre ADN, c'est du test as code. Alors c'est un DSL qui est une API. Mhm. Est-ce que, pour le coup, puisqu'il y a des intégrations dans les IDE, est-ce qu'il y a des linters qui nous aident à créer ces tests? Alors pour bootstrapper un test, ce que vous avez, c'est on a un composant qu'on appelle le recorder. Vous allez aussi trouver des outils de ce type dans les autres outils de test de charge. Euh, c'est un composant qui vous permet de transformer du trafic au format Gatling. Donc ce trafic, soit vous le capturez en live, ce recorder, vous le mettez en mode proxy, et vous allez le configurer sur un navigateur, sur Postman, sur un peu un outil qui va vous générer vos requêtes. Et là, vous pouvez, en fait, ça va donc venir sniffer le trafic, et puis à la fin, vous allez dire, ok, j'ai fini d'enregistrer, génère-moi un test Gatling un embryon de test Gatling à partir de ça. Donc, voilà, si vous avez une connaissance de vos parcours utilisateurs, vous allez vous brancher le recorder sur votre navigateur, vous faites le parcours utilisateur dans votre navigateur, et vous le transformez en test Gatling. On a aussi envie cette année de travailler sur un générateur OpenAPI. Et puis ce recorder, il a aussi un autre mode, c'est qu'il permet de convertir des fichiers HAR, HTTP Archive. Donc pour ceux qui connaissent pas, HAR, c'est un format JSON de trafic qui est supporté par pas mal d'outils. Donc par exemple les outils de développement de Chrome ou de Firefox, vous allez dans les outils de développement, dans l'onglet réseau, vous sélectionnez le requête que vous voulez, vous cliquez droit, exportez au format HAR. Donc là, en fait, vous l'importez dans le recorder, et il va venir mouliner ça pour aller générer un test dans le langage que vous avez sélectionné. Quelles sont les choses auxquelles il faut prêter attention quand on génère un test? Parce qu'on aurait pu s'imaginer qu'une commande curl, même si évidemment elle fait pas le job, mais pourrait faire l'affaire. Est-ce que, par exemple, il y a quelque chose à noter au niveau des headers, des formats, que sais-je encore? Oui. Les headers, oui. Alors normalement pardon, le recorder, il va vous les enregistrer. Si par contre vous craftez directement à la main, vous pouvez éventuellement oublier des choses. Les headers HTTP, c'est ce qui permet dans une requête au client de prévenir par exemple de prévenir le serveur des fonctionnalités qu'il supporte. Donc ça peut être par exemple des headers qui disent je supporte telle et telle compression. Donc si vous ne les mettez pas, le serveur il va
supposer que vous ne supportez pas la compression et vous envoyez une réponse non compressée, ce qui va utiliser beaucoup plus de bandes passantes, ce qui va utiliser peut-être moins de CPU sur le serveur. La compression gzip à la volée, ou une autre compression, c'est assez gourmand. Donc voilà, faut vérifier ce genre de choses, surtout si vous craftez vos tests à la main. Ce qui fait du sens, hein, de crafter les tests à la main, en particulier si ce que vous testez c'est des API et des API que vous connaissez. Ça va plus vite que d'essayer de brancher le recorder. Vous avez votre code où vous dites en gros envoie tel payload et puis voilà, votre payload vous la connaissez, vous la copiez-collez depuis Postman puis vous êtes parti. Ensuite, ce qu'il va falloir se dire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que dans votre test, ce que vous avez enregistré, il va falloir ensuite introduire de la dispersion statistique, par exemple, dans les données. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce que vous allez enregistrer, ça va être, je vais voir. Je t'interromps 2 Ouais, secondes. pardon. Pour moi qui ne suis pas Excuse-moi. statisticien, je ne sais pas ce que c'est que la dispersion statistique. Est-ce que tu peux Ah, m'expliquer pardon. vite fait, vulgariser le concept? Bah, le concept, c'est avoir des données en entrée qui soient pas uniques, enfin qui suivent, euh, comment dire, une distribution, qui suivent un peu le nombre d'occurrences qui soit significatif par rapport à ce que vous avez sur votre prod. Par exemple, tous vos produits sur un site marchand, tous vos produits sont pas égaux. Vous avez des produits phares qui vont être et des recherches phares, des choses qui vont être plus recherchées que d'autres, des produits qui vont être plus achetés que d'autres. Et vous savez aussi que ces produits-là, ils ont plus de chances de se retrouver dans le cache. Donc voilà, si vous faites un test sur un site marchand, vos jeux de données, il va probablement falloir introduire un peu cette notion-là, avoir les produits phares qui vont être joués plus souvent que les produits exotiques. Mmh. Et en tout cas, ce qu'il faut surtout pas, c'est jouer tout le temps le même produit. Ouais. Mais donc, d'accord, c'est une distribution où on va dire, on connaît nos produits phares et on va faire revenir ces requêtes-là plus fréquemment que d'autres requêtes. Ouais, Une fois qu'on a joué un test, donc qu'est-ce qu'on obtient en sortie? Quel est le résultat du test? voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Il va vous falloir effectivement le but du jeu d'un test de charge, c'est pas juste faire tomber votre application, voir à quel moment votre application s'écroule. C'est un truc qui est intéressant, mais vous voulez peut-être voir un peu plus loin. Donc euh, votre, il va votre objectif, c'est de voir comment le comportement de votre application se dégrade en fonction de la charge, et puis dans quelles conditions. Et donc, comment est-ce que vous allez mesurer ça? Il va falloir des métriques à suivre, à identifier. Alors, historiquement, par exemple, ce qu'on voyait beaucoup euh, avant que les informaticiens commencent à avoir quelques notions de stats, hein, c'est qu'on voyait, par exemple, le temps de réponse moyen. Ce qui est une métrique très mauvaise. Parce que, alors ça pour le coup, moi je l'ai vraiment observé dans la vraie vie avant même de me lancer dans le test de charge, où on va dire les ops suivaient le temps de réponse moyen, et puis en fait côté application et côté support, il y avait des utilisateurs qui remontaient des gros problèmes de perf, des frises de l'application, et il y avait une espèce de dialogue de sourds entre les gens qui parlaient aux utilisateurs et les utilisateurs qui étaient mécontents. Et puis, Excuse-moi de t'interrompre, juste pardon. pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, quand tu parles du temps moyen, c'est la moyenne du temps ou c'est le médian? Alors, c'est la moyenne. Tu fais la somme de tous tes temps de réponse, tu divises par le nombre, et là, t'as une moyenne. Donc, voilà. Donc, historiquement, que ce soit les outils de monitoring ou les outils de test de charge, ils s'intéressaient au temps de réponse moyen. Donc, si vous avez je reprends un petit peu là, mon anecdote tout à l'heure, le, et en fait, on a fini par se rendre compte que vraiment le problème, c'était de suivre le temps de réponse moyen, parce que ça nous cachait le fait en fait, on avait 10 ou 20% des requêtes qui étaient dans les choux, et que c'était masqué par des très bons temps de réponse sinon, qui contrebalançait la moyenne et qui donnait une impression que la moyenne voilà, que les temps de réponse étaient globalement corrects, alors qu'en fait on avait voilà vraiment
10 ou 20% du trafic qui était dans les choux et qui était contrebalancé par le reste du trafic, qui se comportait très bien. Donc la valeur moyenne, c'est une mauvaise métrique. Et on le voit aussi contrebalancé assez souvent par le. Donc ça fait longtemps que pas mal de monde est conscient que la moyenne, c'est une mauvaise métrique, et qui essaie de contrebalancer ça avec la notion d'écart type. Le truc, c'est que l'écart type en stats, c'est quelque chose qui fait du sens que pour ce qu'on appelle une distribution normale. Et en fait, c'est pas fiable parce que ça correspond pas aux distributions qu'on observe dans la vraie vie. Donc en fait, ça fait longtemps qu'on cherche qu'on a trouvé même d'autres métriques, on suit d'autres métriques pour essayer de définir de manière qualitative les temps de réponse et l'expérience utilisateur. Ce qu'on utilise déjà depuis longtemps, ça va être des centiles. Donc les percentiles en anglais. Les centiles, c'est quoi? C'est des seuils. Donc tu mentionnais tout à l'heure la valeur médiane. La valeur médiane, c'est le 50e centile. Donc c'est-à-dire que c'est la valeur en dessous de laquelle se situe 50% de vos valeurs. Donc dans le cas des temps de réponse, vous avez une valeur médiane à 1 seconde. Ça veut dire que une requête sur 2 a un temps de réponse inférieur ou égal à 1 seconde. Votre 90e centile, c'est le seuil en dessous duquel se situe 90% de vos temps de réponse. Le centième centile, c'est le max. C'est des métriques, une fois que vous avez expliqué le concept, c'est une métrique qui marche très bien parce que voilà, elle est facile à comprendre et elle va facilement pouvoir être utilisée par vos donneurs d'ordre, les gens qui vont définir vos critères de vos exigences de perf. Quelqu'un du métier, vous lui expliquez 2 secondes les centiles, il a compris ce que c'était, il va vous dire ok, ma valeur médiane, moi je suis prêt à accepter que elle soit voilà, je veux qu'elle soit inférieure à 500 millis. Et puis, dans 90% des cas, je vais être inférieur à 1 seconde. Dans 99% des cas, je suis capable d'accepter que ça monte à 3 secondes. Et puis, je serais quand même curieux de savoir ce qui se passe au-delà. Est-ce que je perds 1% de trafic qui est complètement dans les choux? Est-ce que le pourcent restant, il est juste à côté? Et puis ensuite, peut-être travaillons à augmenter ces différents objectifs. Donc ça, c'est des métriques qui marchent très bien c'est facile à suivre et c'est facile pour définir des critères d'acceptance. Des SLO. Ouais, des scellés. Ouais. Très bien, mais alors c'est-à-dire que ton application va fournir ces données-là. Ouais. Voilà, donc Gatling va calculer ses stats. Alors, le fonctionnement n'est pas le même dans la version open source et dans la version entreprise. Dans la version open source, Gatling va venir aller loguer toutes les stats de tous les événements dans un gros fichier de log. Et puis à la fin du test, va venir aller parser ce fichier de log pour aller sortir les stats et donc calculer les distributions et sortir les différents centiles que vous aurez désiré sur vos temps de réponse. Donc ça vous permettra de voir vos distributions des temps de réponse à la fois au global et puis également en fonction du temps. Parce que c'est ça aussi qu'il faut toujours garder en tête, c'est que on travaille sur des systèmes physiques et il y a des glitches à certains moments. Vos distributions, elles sont rarement stables 100% du temps. Vous allez avoir ce qu'on appelle des hiccups. Tiens, tout à coup, j'ai un garbage collector qui passe, j'ai mes temps de réponse qui font un pic. Tiens, tout à coup, j'ai un cache qui se flush. Et ça, c'est le genre de truc que vous avez peut-être envie d'observer. Et puis sinon, au fur et à mesure que vous augmentez la charge, parce que vous allez chercher à identifier le sweet spot de votre application, vos distributions, elles vont se dégrader. Donc dans la version open source, donc je vous dis, on dump toutes les stats, toutes les métriques unitaires de chaque événement, et puis ensuite on les processe à la fin du test. Ça a un inconvénient, cette approche-là, c'est que force throughput, ça devient compliqué. Vous allez stocker énormément d'événements. Donc ça va tenir beaucoup de place et derrière à processer, ça va être compliqué. Donc on sait que ça c'est une limitation de la version open source. Si vous voulez faire générer un très fort trafic ou un gros trafic sur une longue période de temps,
cette approche-là commence à mal fonctionner. Et ça, c'est des choses qu'on a voulu couvrir dans la version entreprise. Donc dans la version entreprise, en fait, les stats sont calculés en temps réel, sont agrégés avec des algos un peu spécifiques, euh, et là en fait sont stockés dans les bases de données de notre version entreprise. Euh, et donc là, c'est peut-être là où ça serait intéressant que je vous parle de comment faire des bonnes maths et comment faire des mauvaises maths. Ah, Je vais encore donner mal à la tête à tout le monde peut-être. avec plaisir. Euh, alors, le, euh, encore un petit peu d'historique. Donc je vous disais, voilà, les outils de test de charge ou les outils de monitoring, pendant très longtemps, ils sont attachés à la valeur moyenne et puis à sortir aussi l'écart type. C'est très pratique comme métrique quand vous êtes la personne quand vous êtes l'éditeur. Parce que c'est des métriques en termes de complexité et de consommation, ça coûte rien du tout. Vous voulez calculer une moyenne, vous faites une somme et une division, vous avez votre moyenne. L'écart type, c'est une racine carrée de somme de carrés. Ça coûte pas grand-chose à calculer. Et ça coûte pas grand-chose à stocker, ça coûte pas grand-chose à faire traverser le réseau pour envoyer depuis la sonde jusqu'au système de stockage. Donc en tant qu'éditeur, si on avait pu se contenter de sortir ce type de stats, ça aurait bien arrangé tout le monde. Après ça, il y a eu quand même une prise de conscience que les moyennes et les écarts types c'était pas du tout suffisant, que ça serait bien de sortir des centiles. Moi, j'ai vu certains éditeurs sortir des centiles du jour au lendemain sans vraiment faire évoluer leur soft. Et en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils supposaient que vous avez une distribution normale, donc une jolie cloche symétrique, calculée à partir de la moyenne et de l'écart type. Donc la moyenne, vous avez le milieu de votre cloche, l'écart type, vous avez la largeur, et puis qui vous donnait les points sur la courbe. Parfois aussi, il faut comprendre que vous ne pouvez pas avoir mieux que ça. Par exemple, pour ceux qui connaissent JMH, JMH, c'est un outil de benchmark de code du monde Java, qui est vraiment l'outil numéro un. Quand il vous sort des centiles, en fait, il vous sort ça. Pourquoi est-ce qu'il vous sort pas plus? C'est parce que il fallait vraiment mesurer beaucoup plus et sortir des vrais centiles sur les vraies distributions, plutôt que de faire une hypothèse de, forte et basée sur rien, qui est vous avez une distribution normale. En fait, la mesure perturberait le phénomène. Et que c'est un truc qui a vocation à faire 50 exécutions de votre petit bout de code par seconde, et que collecter autant d'événements, ça dégraderait la perf du code lui-même. Euh, donc voilà, mais vous avez des outils commerciaux de tests de charge qui ont sorti ce genre de blague. Autre type d'exemple, c'est de vous dire, ok, mon problème c'est si je veux calculer comment est-ce qu'on calcule des centiles? On prend si on veut les calculer de manière exacte, on prend toutes les valeurs, on les trie, et puis comme ça, on trouve notre seuil, on va à 90% de la taille du tableau, on a notre valeur. Okay, si vous voulez avoir la valeur parfaite, exacte de votre centile, le seul moyen, c'est de garder toutes les valeurs. C'est ce qu'on fait dans la version, c'est ce qu'on fait à la base dans la version open source. Ça prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de place en mémoire, donc on peut pas faire ça. Donc vous avez par exemple des outils, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir faire de l'échantillonnage. Donc ils vont soit prendre des valeurs aléatoires sur une seconde. Par exemple, si vous voulez mesurer un centile toutes les secondes, ils vont prendre des valeurs aléatoires sur la seconde. Ou alors, ils vont utiliser en fait une fenêtre glissante. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les 50 derniers enregistrements sur la seconde. Si vous avez 1000 événements par seconde, en fait, vous ne collectez que 5% de la seconde, donc 2 millis. Les 20 dernières millisecondes sur la seconde. Si votre recap il était avant, dommage, vous l'avez raté. Autre exemple encore, c'est, je vous disais, donc ces centiles, il faut les calculer. Il va falloir qu'on trouve d'une manière ou d'une autre des stratégies d'agrégation, probablement au niveau du point de mesure, au niveau de l'injecteur de charge, ou quand vous avez une solution d'APM au niveau de votre sonde, parce que sinon, en fait, vous faites transiter tellement de trafic
vers le système de collecte, que là encore, vous risquez de dégrader la performance de l'application elle-même ou du comportement de l'injecteur de charge. Votre injecteur de charge, s'il se retrouve à ce que 50% de son CPU, ça consiste et de sa bande passante, ça consiste à envoyer des stats sur l'outil de collecte de stats euh, au lieu d'envoyer le trafic vers l'application qu'on veut tester, vous avez perdu beaucoup de choses. Euh, donc un truc qui est tentant de faire, c'est d'aller, on mesure les centiles sur l'injecteur de charge ou sur la sonde de votre monitoring, et puis c'est ce que vous envoyez à travers le réseau dans votre base de données de time series. Le problème de cette approche-là, c'est que les centiles, c'est des métriques qui ne sont pas agrégables. Donc par exemple, vous avez mesuré un centile toutes les secondes, et puis vous voulez le centile sur les 10 dernières minutes. Comment est-ce que vous faites ça? En fait, vous pouvez pas, vous êtes coincé. Pour s'en convaincre, imaginez, je vous disais, le centième centile, c'est le max. Vous avez mesuré le max toutes les secondes, et puis je vous dis, quel est le max sur les 10 dernières minutes? Vous allez dire, ah, bon, là c'est facile, vous faites le max des max. Ok. Maintenant, on prend le 90e centile. Faites quoi? Vous faites le max des 90e centiles, ce sera peut-être une valeur au pire, et qui risque, si vous avez eu un hiccup à un moment, ça risque de pas toujours être significatif, enfin, être en commune mesure avec le vrai 90e centile. Vous faites la moyenne? Non, c'est faux. Vous pouvez pas calculer des moyennes sur les centiles. Là encore, vous allez faire disparaître vos hiccups. Et vous allez lisser vos données et lisser vos stats et sortir des stats qui seront probablement meilleures que ce qu'elles étaient en réalité parce que vous allez gommer l'effet de vos hiccups. Donc cette approche-là, elle marche pas. Et donc ça veut dire qu'il vous faut un outil, il vous faut d'une certaine manière ou d'une autre avoir un outil qui vous remonte des distributions, enfin, qui va mesurer des distributions au niveau du point de mesure, qui va pouvoir envoyer à travers le réseau des distributions, et donc pas juste pas des centiles, et un système de stockage qui permet de stocker des distributions, et un système de requête sur votre système de stockage de métriques qui va permettre de recalculer des distributions, faire des agrégats de distributions et calculer les centiles sur les distributions agrégées. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place nous dans la version entreprise. Nous, la librairie principale sur laquelle on s'appuie, alors on l'a lourdement modifiée, c'est une librairie qui s'appelle HDR Histogramme, pour aller calculer des histogrammes en local qui soient en fait compactés d'une certaine manière et approximés d'une certaine manière. Il y a d'autres librairies qui existent pour faire ça. Il y a DD Sketch fait par Datadog, par exemple. L'idée principale de ces librairies, c'est de sortir en fait des régressions des distributions. Plutôt que de dire je garde toutes les valeurs en mémoire et puis je les trie, on va mettre en place, on va faire en fait, on va les grouper par bucket. Et on va dire, par exemple, les temps de réponse sur les réponses dont les temps de réponse sont entre 1 et 10 millisecondes, je vais les compter ensemble. Celles qui sont entre 10 et 20, je vais les grouper ensemble. Et celles qui sont entre 20 et 30, je vais les grouper ensemble. Donc ça permet de réduire le nombre de valeurs qu'on stocke. Et après, l'idée c'est de se dire comment est-ce que je veux faire quelle est ma fonction de groupement. Là, ce que je viens de dire, c'est du groupement uniforme. Donc je fais des buckets de taille de même taille, donc 10 millisecondes à chaque fois, je fais des tranches de 10 millisecondes. Est-ce que ça fait du sens d'avoir cette approche-là? Souvent non. Pourquoi ça? Parce que quand vos temps de réponse, vous faites un microservice, vous avez des temps de réponse de l'ordre de 5 millisecondes, vous avez envie d'avoir une résolution très fine, au moins à la milliseconde. Quand vous avez des temps de réponse qui sont de l'ordre d'une seconde,
avoir une résolution à la milliseconde, est-ce que c'est intéressant? Probablement pas. Probablement pas. Quand vos temps de réponse ils sont de l'ordre de 10 secondes, encore moins. Donc ça veut dire que ce qu'on va mettre en place, ça va être plutôt être des échelles logarithmiques. On va augmenter la taille des paquets, la taille des buckets, en fonction voilà, de la valeur, pour avoir des buckets qui seront de plus en plus larges, et on va plutôt chercher à conserver une précision qui sera relative. Garantir une résolution à 1%, par exemple, un certain nombre de digits. Et donc ça permet ben, donc on va cramer du CPU pour calculer ces agrégats. L'idée c'est d'essayer de cramer le moins de CPU possible pour pouvoir avoir des histogrammes qui sont des représentations de distribution qui seront approximées avec une certaine précision. En général, j'ai dit voilà, logarithmique pour occuper moins de place et pour pouvoir plus facilement streamer sur le réseau, pour pouvoir plus facilement être stocké dans la base de données. Euh, et ensuite avoir un système qui va permettre de calculer des agrégats. Alors, parlons de la base de données, justement. Ouais. Donc, une fois qu'on a ces données-là, est-ce que la base de données est fournie, cette base de données time series, ou alors est-ce qu'on a plusieurs intégrations possibles avec des produits marchés? Ouais. Alors, à l'heure actuelle, elle est fournie dans le sens où on supporte que Cassandra pour stocker, parce qu'on on a un format propriétaire de stockage des stats. Et puis ensuite des algos spécifiques pour aller lire les agrégés. Pourquoi est-ce qu'on a pourquoi est-ce qu'on a choisi nous du Cassandra? C'est parce que quand on a commencé à monter le produit, il y avait très peu de bases de données de time series qui permettaient soit de stocker nativement des histogrammes, soit d'aller stocker du binaire. Parce qu'au final, voilà, on stocke un tableau d'int qu'on a compressé d'une certaine manière, paqué d'une certaine manière. Donc il y avait peu de soft qui permettait de faire ça. Donc nous on s'appuie sur du Cassandra. Alors ensuite, ça peut être de la page Cassandra, ça peut être de l'offre cloud de DataStax. Dans notre version cloud, on utilise aussi la version managée d'AWS, qui est pas tout à fait du Cassandra, mais qui supporte le même protocole réseau. C'est juste qu'il supporte pas un certain nombre de fonctionnalités de Cassandra, mais dont on n'a pas forcément besoin. On pourrait envisager de supporter d'autres outils. Ce qu'il nous faudrait, c'est des bases de données qui permettent qui en soient une notion native d'histogramme et qui tiennent la route. Mhm. Donc ça exclut certains outils. Par exemple, je pense pas qu'InfluxDB, moi à ma connaissance, InfluxDB ne permet de stocker que des nombres. Donc ni binaire, ni une notion native d'histogramme. Le Graphite le permet pas non plus. Prometheus, je sais pas trop où ils en sont. Enfin, il y a une notion d'histogramme dans Prometheus. Je sais qu'à une époque, il y avait eu des discussions, qu'il était erroné, qu'il fallait revoir des choses. Je sais pas où ça en est. À l'heure actuelle, je vais être franc. Euh, voilà, on pourrait imaginer de Mais supporter d'autres outils. si ça peut être du binaire, ça pourrait être de l'object storage. Le truc derrière, c'est en termes de requêtage, où on va venir aller requêter. On a besoin d'un mécanisme de requête orienté time series pour récupérer, quand on veut calculer, par exemple, si on, quand, dans notre version entreprise, on va faire beaucoup d'agrégats. On a mesuré, par exemple, on a stocké dans la base de données les distributions à chaque seconde pour chacune typologie de requête. Comment est-ce qu'on sort la distribution agrégée, toute typologie de requête confondue, tout trafic confondu? Ou alors comment est-ce qu'on remonte la valeur sur une certaine plage de temps qui a été sélectionnée par l'utilisateur? Ou même simplement parce que on va afficher des graphes, l'utilisateur il va afficher une plage de temps d'une heure, donc 3600 secondes, on va pas lui présenter 3600 points dans le graphe, ça sert à rien qu'il essaie d'afficher. Voilà, il va pas pouvoir afficher tout ça. Donc on passe notre temps à calculer des agrégats. Pour pouvoir faire ça de manière efficace, il faut avoir une base de données qui soit quand même orientée time series, dans laquelle on puisse demander à la base de données, donne-moi les stats sur telle plage. Ok.
Alors maintenant, je vais te demander, cet outil-là, où est-ce qu'il s'insère, où est-ce qu'il s'intègre dans le cycle de vie de mon application? Alors, les tests de charge, vous allez, à la base, vous allez avoir envie d'en faire. Enfin, quand vous commencez sur le test de charge, ça va être de manière au départ ponctuelle. Quand vous avez une nouvelle application que vous voulez mettre en ligne, voilà, ou une nouvelle version, quand vous allez avoir des événements particuliers, genre par exemple, tiens, il y a le Black Friday qui arrive. Quand vous avez construit un produit et puis que vous voulez savoir par exemple, je suis une start-up, comment est-ce que je suis parti sur une approche voilà, MVP, aller très vite, time to market. Euh, Est-ce que ce que j'ai construit, est-ce que ça me permet de tenir là, voilà, donc ça m'a permis d'avoir mon tour de seed. Est-ce que ce que j'ai commencé à construire, est-ce que c'est des bases saines sur lesquelles je vais pouvoir continuer à itérer pour pouvoir scaler et aller vers ce que vers aller atteindre mes cibles dans un an. Ou est-ce que dès maintenant, en fait, il faut que je commence à réfléchir, ok, j'ai j'ai fait mon MVP, j'ai montré la viabilité, enfin, mon produit, j'ai intéressé des investisseurs, est-ce que ce que j'ai construit là, un peu en mode à l'arrache, est-ce que je vais pouvoir construire au-dessus, ou est-ce que là, il faut que je commence à changer mon fusil d'épaule et à commencer à faire les choses différemment pour scaler. Donc là, on est dans une approche par anticipation. Je sais que j'ai quelque chose qui va arriver. Comment je vais simuler je vais simuler mes conditions. L'autre approche aussi, c'est je me suis planté. Je suis tombé en prod. Mon site s'est écroulé. Euh, il faut que je fasse des tests de charge pour peut-être comprendre ce qui s'est passé exactement, essayer de le reproduire. Mettre en place des fixes, valider les fixes, parce que mettre en place un fixe et puis le shipper en production sans l'avoir retesté, est-ce que le fixe est bon, est-ce qu'il améliore les choses ou est-ce qu'il les dégrade, est-ce qu'il suffit, parce que très souvent en fait les tests de charge c'est un process qui est itératif, c'est-à-dire qu'on va voilà, on a certaines exigences de perf, euh, on fait tourner un test de charge, on identifie un problème, on déploie un fixe, et puis tiens, ça suffit pas. Tiens, il y a un autre problème. Tiens, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Donc on va itérer jusqu'à ce que, on l'espère, on réussir à atteindre nos objectifs en termes de perf. Mmh. Donc au Question, départ, oui, pardon, ouais. pardon de t'interrompre, mais est-ce que de ce fait, on a un environnement, ce que j'avais beaucoup vu avant, je ne sais pas si ça se fait encore, dédié aux tests de charge? Alors on le voit toujours. Si vous, il y a beaucoup de monde qui fait ça. Et ce qui est intéressant, c'est que là où il y a 10 ou 20 ans, c'était cauchemardesque à faire. Parce qu'on n'était pas du tout automatisé en termes de déploiement, en termes de provisioning. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, voilà, on voulait monter un environnement de test de charge. On allait pouvoir l'avoir que pendant 2 semaines où il fallait bloquer les machines. Donc, il fallait s'inscrire sur le calendrier pour avoir les machines pour soi. Donc, il fallait non seulement les machines pour héberger une copie de la prod et puis aussi les machines pour héberger les injecteurs de charge. C'était branle-bas de combat. Et puis ensuite, pour aller configurer l'environnement de pré-prod, c'était de la part des ops, c'était des semaines de boulot. De nos jours, les technologies ont énormément évolué. Entre le cloud qui règle nos problèmes de provisioning, on n'a pas besoin d'aller acheter une nouvelle machine chez IBM. Et puis tous les outils de déploiement, ça va de Docker, Ansible, Terraform, ce que vous voulez. Enfin voilà, il y a plein de solutions. Et c'est aussi des solutions qu'on utilise pour la prod. On va beaucoup plus vite pour monter ce type d'environnement. On continue à avoir aussi des gens qui testent en production. En particulier, par exemple dans l'e-commerce. Vous pouvez vous attendre à ce que sur votre site d'e-commerce, il y ait de fortes chances qu'il n'y ait personne dessus entre 2 heures et 5 heures du mat. Donc pourquoi s'embêter à monter un environnement similaire à la pré-prod, à la prod,
alors on a la prod pour nous tout seuls durant une certaine plage de temps. Le Bon Coin, si vous essayez de vous connecter à 2 heures du mat, le site est en maintenance, hein. Mhm. Donc ça peut faire du sens aussi. Ouais, justement, c'est un point qui est intéressant. Aujourd'hui, on parle de vélocité quand on veut déployer des nouvelles features, quand on veut amener un bug fixe. J'imagine que un test de charge, ça va quand même prendre un certain temps et donc d'une certaine manière ralentir. Alors soit on peut peut-être bypasser ce test de charge dans le cas d'un bug fixe, pardon, mais peut-être pas d'une nouvelle feature. Mais Mhm. par contre, si on testait ça en production, ça nous permettrait en fait d'aller très vite en production et de peut-être pouvoir faire un rollback le cas échéant les fois où on n'est pas satisfait. Si juste l'objectif c'est de faire un rollback, en fait vous n'avez pas besoin de faire de test de charge dessus. Parce que l'idée c'est d'anticiper avant que ça arrive en production. Le il y a Netflix qui vient de sortir un article aujourd'hui justement à ce sujet-là. Alors c'est sur de la performance, mais c'est plus la performance de leurs clients. Mais voilà, ils expliquent comment ils testent au préalable avant de shipper. Que même Netflix fait des tests de performance avant de shipper, plutôt que de devoir rollback tout le monde. Euh, alors, il y a certains, les utilisateurs du test de charge les plus matures sont capables de faire des tests de charge sur commit. C'est pas le cas de tout le monde. Mais alors déjà la première chose pour avoir des tests de charge efficaces, pour être efficace sur le test de charge, la première chose c'est d'avoir les tests de charge sous le coude et qu'ils soient maintenus. Donc ce qui est faisable facilement, c'est c'est de faire ce qu'on appelle des smoke tests. C'est-à-dire c'est des tests, en fait vous faites tourner vos tests de charge mais à faible charge pour vous assurer que fonctionnellement, il colle à la version à jour des développements. Pour que lorsque vous avez envie de faire tourner des tests de charge à pleine puissance, vos tests ils soient opérationnels. Et puis à ce moment-là, éventuellement, vous faites tourner vos tests de charge que une fois durant la nuit ou une fois par semaine, de manière automatisée, donc potentiellement durant soit sur un environnement qui va être dédié, peut-être éphémère, soit sur la prod durant une plage de temps qui est fermée au public. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir avoir du feedback, de détecter effectivement si on a des régressions, de suivre en tendance pour voir si on a, tiens, est-ce que j'ai une anomalie, est-ce que je suis sur une mauvaise tendance et que j'ai mes performances qui se dégradent. Tiens, est-ce que, pardon, est-ce que, tiens, mes temps de réponse, ils se sont dégradés depuis une semaine. L'intérêt de ça, c'est de pas avoir de pas avoir le pull complet à détricoter. Alors que quand vous faites des tests de charge une fois tous les 6 mois, et que vous vous rendez compte en fait que en l'espace de entre ce qui s'est passé maintenant et ce qui s'est passé il y a 6 mois, il y a un ou plein de trucs qui vous ont dégradé vos perfs par deux, et que votre mise en prod de la semaine prochaine, elle est peut-être bien compromise, ça va être une sacrée source de stress et vous allez avoir 6 mois d'historique à détricoter. Donc, essayer de faire tourner des tests de charge de manière régulière pour avoir suffisamment rapidement du feedback pour être plus facilement capable de détricoter, d'identifier la cause, et puis potentiellement le truc qui vous a la cause, c'est pas un truc qui est devenu en fait une pierre angulaire de votre application. Ok. Stéphane, l'heure tourne, je suis obligé de couper là. J'avais encore plein d'autres questions, c'est bien dommage. Merci beaucoup en tout cas On pourra pour faire un toutes ces deuxième épisode. informations, sans problème. Avec plaisir. On se réservera ça alors. Merci beaucoup. Retrouvez Stéphane sur Twitter @slandel et Gatling sur gatling.io. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.